thought it was quite rude as well. La saga Star Wars a 43 ans cette année, revenons sur son histoire. George Walton Lucas Jr. est né il y a 75 ans, le 14 mai 1944 à Modesto en Californie, dans une famille stricte luthérienne, ses parents tenant une papeterie et voulant qu'il reprenne le commerce familial. Il a 3 sœurs, et son père est un lointain cousin de Marlon Brando, mais n'en a rien à foutre du cinéma, et ne veut pas que son fils bosse là-dedans. George est un gros fan de comics Marvel et Entertainment Comics, et de séries télé comme Zorro ou Flash Gordon. Il ne regarde pas encore de films, car sa première passion est la course automobile. Voulant devenir pilote professionnel, il abandonne après un accident de voiture, duquel il survit miraculeusement à 18 ans. Il regarde donc des films, et devient fan de la nouvelle vague et du néo-réalisme italien, porté par Godard et Fellini. Il rentre donc dans l'université de Californie du Sud à LA, cette fameuse école dont j'ai parlé 1000 fois dans mes vidéos, car tous les grands réals étaient dedans. Il commence par le court-métrage Look at Life, son tout premier film, qui est un montage d'1 minute compilant plusieurs photos. Donc faire des films expérimentaux, c'est son kiff. Son premier projet important est donc son court-métrage de SF dystopique Electronic Labyrinth THX 1138-4B, qui lui vaudra d'être félicité par son nouveau pote Steven Spielberg, qui a projeté 3 ans plus tôt son tout premier long-métrage Firelight, mais n'avait pas encore sorti son court-métrage Amblin, qu'il sortira 1 an plus tard et qui donnera son nom à sa boîte de prod. Il réalise ensuite 2 films, avant que THX 1138 soit projeté dans un festival de films étudiants, où il remporte le premier prix dans la catégorie film dramatique, gagnant donc un stage de 6 mois à la Warner, sur la vallée du bonheur de Coppola, avec qui il se liera d'amitié, devenant même son assistant, avant de lui confier la réalisation du making-of de son film Légende de la pluie. Coppola devient donc un mentor pour Lucas, et ils fondent ensemble leur propre société de prod, nommée American Zoetrope. Lucas étant nommé vice-président exécutif. Des divergences entre les deux hommes commencent à éclater, car ils s'entendent bien, mais ne s'attendaient pas à ce qu'ils ressentent une aussi grande différence entre le travail et le privé. Les deux coproduisent donc le premier long-métrage de Lucas, une adaptation de THX 1138, que la Warner accepte de financer, mais quand il le présente au studio, une fois terminé, les producteurs détestent le film, et Coppola se retrouve endetté et abandonne Lucas pour réaliser Le Parrain, avec du coup le cousin du père de Lucas, Marlon Brando, tandis que Lucas crée sa propre boîte, nommée Lucasfilm, pour devenir indépendant. George en voudra à Francis pendant un moment à cause de ça, puisque THX ne marche pas. En 71, il signe un accord avec Universal pour réaliser American Graffiti, un film pour ados feel good, selon les conseils de sa femme Marcia Lou Griffin, avec qui il s'est marié 2 ans plus tôt, future menteuse de Taxi Driver de Scorsese, qui a participé aussi à New York, New York. Déroulant l'action avant la guerre du Vietnam, qui se déroule à l'époque. Il ne sait pas encore diriger des acteurs et demande à un pro venant du théâtre de le faire pendant qu'il s'occupe de la partie technique. Le producteur Ned Tannen, le mec qui a donné son nom à Biff dans Retour vers le futur, le déteste aussi et refuse de le diffuser en salle, mais Coppola l'engueule et lui fait changer d'avis pour rattraper sa bourde avec la Warner. Du coup, il se réconcilie avec Lucas puisqu'American Graffiti devient le succès de l'été et le premier succès de Lucas, qui veut donc réaliser avec son pote un petit film sur la guerre du Vietnam intitulé Apocalypse Now, mais au final il diverge encore, et Coppola devrait le réaliser seul, et on sait le cauchemar qu'a été ce film à faire. Lucas prévoit donc de réaliser de son côté une adaptation de Flash Gordon, sauf que les ayants droit sont chiants, du coup il fait nique sa mère, je vais faire le mien de Flash Gordon et je vais appeler ça... Après avoir écrit une première version qui n'a rien à voir avec ce qu'on a eu au final, que vous pouvez retrouver dans le comics The Star Wars, parce que comme The Facebook, ils ont retiré le préfixe, qui suivait le général Skywalker, un héros militaire galactique dès le début, et son pote Han Solo, un alien vert. Pour les SFX, il crée sa propre société, ILM, et vu que le budget est serré, il prend des acteurs pas trop connus comme Carrie Fisher, la fille de Debbie Reynolds, actrice de Singing in the Rain, et Eddie Fisher, un chanteur dans le style de Sinatra. Go a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me a name I call myself, for a long, long way to run. Et fait passer un casting à Stallone, Kurt Russell et Bill Murray pour le rôle d'Han Solo, sauf que Lucas veut Al Pacino qui refuse car il n'a rien compris au scénario. Donc Lucas, pour un test avec Mark Hamill, propose à un charpentier en train de refaire son grenier de jouer vite fait pour voir. Ce charpentier était un certain Harrison Ford, qui se retrouve à gagner le rôle pour un petit salaire pourtant énorme pour lui à l'époque. Les producteurs voulant une star pour assurer le succès du film, il engage Alec Guinness, qui avait joué 20 ans plus tôt pour David Lean dans Le Pont de la rivière Kwai, jouant ainsi le rôle de Ben Kenobi, mais qui a détesté le tournage du film, et le film en général, n'ayant aucune tolérance pour le nain se trouvant dans R2D2. Il s'inspire pour le film de plein de choses, dont la guerre du Vietnam justement, mais aussi du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, et le voyage du héros basique qu'on retrouve dans les écrits de Tolkien par exemple, un jeune pauvre partant à l'aventure à l'aide d'un vieil ermite pour sauver la princesse du méchant dragon, Lucas écrivant Leia comme ça, avant que sa femme Marcia ne lui donne plus de caractère, donc c'est grâce à elle qu'elle est badass. Il reprend plusieurs mythes pour créer le sien, mais aussi l'histoire avec un grand H, car si vous remplacez les vaisseaux par des avions et les planètes par des pays, vous avez des films sur la Seconde Guerre mondiale, genre Palpatine c'est Hitler et Dark Vador Mussolini. En plus c'est pas difficile de voir des avions, puisque les mouvements de vaisseaux est impossible dans l'espace, selon les lois de la physique. Pour faire des mouvements d'ailes comme ça, il faut du vent et donc de l'air, et il n'y a pas de réacteur sur les côtés pour justifier ça. Aussi avec l'absence d'air, on n'est pas censé entendre le bruit des explosions, donc ce plan des derniers Jedi est le plus réaliste de la saga. Pourtant les Américains ont pas compris que c'était un choix artistique, et sont allés se plaindre au point que des cinémas aient ajouté des fiches de prévention sur les portes des salles, avec un
timecode tellement les gens sont stupides. Le dessinateur et créateur des designs Ralph McQuarrie s'est inspiré des casques des samouraïs pour faire le casque de Vador, parce qu'ils se sont aussi inspirés de la culture asiatique. Les sabres laser et les katanas c'est pareil gros, et la force et les Jedi sont liés au bouddhisme, genre Yoda c'est le Dalai Lama quoi. McQuarrie a aussi repris le design du robot de Metropolis pour faire ses 3 PO, et Lucas a repris les écrits de Isaac Asimov pour créer les droïdes de manière générale. La première version montre que la saga n'a rien prévu, puisque Palpatine est juste une marionnette en hologramme, Ian McDiarmid n'étant pas encore de la partie, et Jabba est un humain, ce qui sera corrigé de manière assez moche désormais dans les ressorties DVD. Si tout avait été prévu depuis le début, osez me dire que Lucas ait laissé le baiser entre Leia et Luke, sachant que même John Williams, le compositeur des films, qui n'en a pourtant vu aucun, a pensé que les deux finiraient ensemble, à moins que ça soit des fans de Deep. Il s'inspire aussi de la réalité, d'ailleurs le court-métrage que j'ai mis en intro, George Lucas in Love, parodie de Shakespeare in Love, que Lucas lui-même a apprécié, se moque de ça. Par exemple, le Faucon Millennium, selon la légende, ça serait une olive qui dépassait d'un burger vu du dessus, et Chewie, et ça c'est officiel par contre, est inspiré de son chien, et qui était assis côté passager, quand il conduisait, d'où le fait que Chewie soit copilote, et la pub qu'on a eue dernièrement avec Samsung et le chien. Lucas passe une post-prod désastreuse, virant le premier monteur pour faire remonter le film entièrement par sa femme, et s'effondre même de stress en apprenant qu'ILM a dépensé la moitié du budget des SFX dans une seule scène, alors qu'il y avait plein d'effets spéciaux, faits main. Genre le vide sous le vaisseau de Luke dans le désert, c'est juste un miroir sous une voiture, lui donnant l'impression de voler, un peu sur le même principe que cette vidéo avec un balai d'Harry Potter. La VF d'origine a traduit tous les noms, Luke Skywalker devient donc Luke Marche-Ciel, et le Millennium Falcon, le Millennium Condor. En plus de ça, personne ne croit au projet, Roger Carrel, la voix française de C3PO, ayant avoué qu'au moment où ils ont doublé le film avec Francis Lax et piraté, personne ne savait ce qu'allait donner ce film, mais bon, ils pensaient la même chose des Muppets, donc le seul à y croire fut Spielberg, faisant au même moment rencontre du troisième type, et qui parie avec lui que celui qui remportera le plus d'argent grâce à son film devra verser 5% des bénéfices à l'autre à vie. Les producteurs ont peur, parce que Cours après moi Shérif sort à la même période, puis Star Wars sort, et ben voilà quoi, j'ai pas besoin de faire un dessin, le truc c'est devenu une religion. Et grâce aux produits dérivés, Lucas est resté indépendant, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il a fait plein de pubs pour des jouets, après. Genre les Ewoks, il a fait une série animée dessus et 2 téléfilms, et même le destin des persos en a pâti, puisque Harrison Ford, ne voulant pas se lancer dans une franchise, a demandé à ce que son perso crève dès le film suivant, sauf que Lucas s'est dit que si le perso était mort, plus personne n'achèterait sa figurine. Du coup, il l'a ressuscité au film suivant, pour qu'il soit vraiment tué 32 ans plus tard dans l'épisode 7. Il en profite pour faire son fameux téléfilm de Noël, le Holiday Special, dont il a essayé de détruire toutes les copies ensuite, sur la famille de Chewbacca, avec une séquence animée introduisant le personnage de Boba Fett, une Carrie Fisher complètement défoncée, puisqu'après le succès du film, elle a commencé à tomber en dépression et à prendre de la drogue, une addiction qui l'amènera à son décès fin 2016, quelques jours avant sa mère, et Mark Hamill en poupée de cire, ayant eu un accident de voiture avant d'être opéré et maquillé, pour sortir de l'hôpital tourner ce film. Ses véritables blessures étant justifiées dans l'épisode 5 par une attaque de Yeti, un téléfilm dont on ne retiendra que le père de Chewie qui se branle sur du porno en VR dans la cuisine. Il produit donc l'Empire contre-attaque, mais ne se sent pas de le réaliser en même temps, donc il engage son ancien prof d'école supérieure, Irving Keschner, futur réalisateur de Jamais plus jamais et Robocop 2, pour réaliser ce qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur film de la saga. Il anime les AT-AT en stop motion et introduit le personnage de Yoda avec une belle marionnette dirigée et doublée par Frank Oz, le collègue du créateur des Muppets Jim Henson, et co-réal de Dark Crystal mais aussi réal de l'Indien du placard, qui a dit s'être senti vexé en voyant que Mark Hamill faisait mieux la voix de Yoda que lui. Lucas a écrit que Leia disait à Anne « je t'aime » et Anne répondait « moi aussi », mais Ford, sur le tournage, a dit « je sais » à la place, parce qu'il trouvait que ça collait plus au perso. Puis le fameux « je suis ton père » a été enregistré en post-prod, en cachette pour garder le secret, Vador au moment du tournage, ayant dit « Ben Kenobi a tué ton père », pour faire une feinte, ce qui s'avérera pas tout à fait faux au final. Hamill lui-même n'étant pas au courant du truc, puis quand c'est sorti, tout le monde était en mode « mais c'est débile, je suis sûr qu'au film suivant ils vont dire que c'est faux ». Le Retour du Jedi sort 6 ans, jour pour jour après le premier film, et conclut la trilogie originale, étant confiée à Richard Marquand, un Gallois réalisateur du film de guerre L'Arme à l'œil, donc pratique pour une saga qui s'appelle La Guerre des Étoiles, Lucas ayant voulu Spielberg à la base, mais le syndicat des réals a refusé parce qu'il n'avait pas mis les crédits principaux au début du 5, donc les noms des pros des réals. Il prévoit de faire 2 autres trilogies, une qui se passe après et une avant, mais il perd une partie de sa fortune à son divorce et annule l'idée d'une post-logie, devant se dérouler des années plus tard avec les héros vieillis, un retour de l'empereur qui devait avoir un affrontement final avec Luke, qui lui devait avoir une histoire d'amour, mais les fans sont tellement excessifs que Star Wars le fatigue et il préfère laisser ça de côté. Du coup, il crée Indiana Smith, en s'inspirant des films de Zorro qu'il regardait enfant, du nom de son chien, que Spielberg renomme Jones, car ça ressemble trop à Nevada Smith, avant de le réaliser et de récupérer Harrison Ford, après avoir fait auditionner Tom Selleck, parti tourner Magnum, et Lucas le produit, en casant des refs à Star Wars un peu partout, comme le matricule de l'avion de Jock au début, les hiéroglyphes du tombeau de l'Arche d'Alliance, ou même le nom de ce club chinois dans Le Temple Maudit, dans lequel Lucas et Spielberg font un caméo aux côtés de Dan Aykroyd, des Ghostbusters et Blues Brothers. Donc voilà, Star Wars lui colle à la peau. Il produit ensuite la suite d'American Graffiti,
Kagemusha de Kurosawa, dont il est fan avec Coppola, Labyrinthe, Willow, avec Warwick Davis, qui faisait l'Ewok Wicket dans Le Retour du Jedi, et Howard le Canard, avec Lea Thompson de Retour vers le futur, un personnage Marvel qu'on a pu apercevoir très furtivement dans le MCU. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles de Don Bluth, et les attractions Michael Jackson et Star Tour dans les parcs Disney, introduisant déjà Lucasfilm à la firme aux grandes oreilles. Des attractions Indiana Jones étant rajoutées plus tard. Il produit ensuite une série sur la jeunesse d'Indy justement, dans laquelle il expérimente quelques techniques en termes de SFX, comme la multiplication numérique des figurants, qui sera enfin maîtrisée dans Le Seigneur des Anneaux. Dans les années 90, alors qu'il crée LucasArts, fermé en 2013, suite au rachat par Disney, et les jeux Monkey Island, qui ont énormément inspiré Disney justement pour les films Pirates des Caraïbes, c'est limite une adaptation non officielle du truc. L'univers étendu Star Wars marche bien, créant même des fans du personnage de Boba Fett, dont on ne peut pas comprendre l'engouement sans s'être intéressé aux légendes, et donc aux romans et aux comics. Du coup, Lucas veut finalement faire sa prélogie, des éléments dans les films étant déjà cités dans des romans, comme la planète Kashyyyk ou Coruscant, et Lucas écrit l'épisode 1 et ses midi-chloriens, avec une petite ref à 2001, et le fameux personnage que les fans adorent détester de Jar Jar Binks, puisque personne ne déteste plus Star Wars qu'un fan de Star Wars, tout comme personne ne déteste plus le cinéma qu'un cinéphile, à la vue de certaines critiques. Jar Jar Binks que Michael Jackson voulait interpréter, et dont le nom a été trouvé par Jet Lucas, le fils de George, qui fait un caméo dans le 3, parce que Lucas a buté ses gosses dans le film, mais bon ça va puisqu'il a créé dans la réalité des fondations et des musées pour l'éducation et la culture, pour ses enfants. L'acteur qui jouait Jar Jar, Ahmed Best, s'est fait menacer de mort, comme l'actrice interprète de Rose 20 ans plus tard, pour les derniers Jedi, parce que les gens sont cons, même pour Game of Thrones, les interprètes de Mélisandre et de Joffrey se sont fait menacer de mort, alors que l'acteur qui joue Joffrey est adorable en vrai. Les projections test sont un désastre, et Lucas et son producteur sont dépités de ce qu'ils ont fait. On nous prouve à quel point Natalie Portman et Keira Knightley sont des sosies, en échangeant les deux actrices en cours de route, que ce soit dans le film ou en vrai. Puis Lucas fait référence à sa passion première, la course automobile, avec la course de pod, et Jake Lloyd en Anakin enfant, et qui, comme tout enfant star à part Danny dans Shining, a mal tourné, ayant fait de la tôle il y a quelques temps, pour un simple excès de vitesse, étant aujourd'hui âgé de 31 ans. Le combat avec Dark Maul est épique, et sans internet, des fans trop hypés vont dans des cinémas exprès pour revoir le trailer, puis le film cartonne, et tout le monde défonce Jar Jar Binks, donc c'est mal parti pour l'épisode 2, et sa romance de merde en mode Twilight, qui a quand même un beau final avec la reine, Geonosis, et surtout notre dieu à tous, Christopher Lee, dont je ferai un portrait un jour tellement sa vie est dingue. Du coup le film marche moins bien, et Lucas veut rattraper le coup avec l'épisode 3, qui est considéré comme le meilleur de la prélogie, avec son introduction de malade, ses mimes. Hello there. Puisqu'il fait le lien avec la trilogie originale, avec une petite apparition du Faucon Millenium, E.T., Yoda sur une soucoupe, parce que les acteurs ne savaient pas où regarder pendant la scène, et il était prévu à la base de montrer Han Solo enfant sur Kashyyyk, avec Chewbacca, sauf que si on considère ça dans le canon actuel, avec le film Solo, ça n'aurait plus aucun sens, quoique ça expliquerait pourquoi il sait parler le Wookiee, s'il a grandi avec eux. Bref, le film marche super bien, et Lucas en profite pour sortir une réédition en DVD, avec un relooking total, puisqu'en plus de restaurer l'image, il refait les SFX, et rajoute des choses comme le fameux Han Shot First, où Han a tiré le premier, à cause de ce laser rajouté, tiré par Greedo, ce qui fait que les versions du film, que vous voyez maintenant, n'ont rien à voir avec les originales. Et ça a fait gueuler les fans, autant que les Tokiwoki dans E.T. Bref, ne pensez pas qu'il y avait déjà un Jabba en CGI en 77. Il crée 2 séries Clone Wars, une en dessin animé par Tartakovsky, que je trouve meilleure que la plus connue, The Clone Wars, en image de synthèse, dont une nouvelle et dernière saison, la saison 6, est sortie dernièrement sur Disney+, avec une décennie de retard à peu près, et qui avait donné lieu à un long métrage d'animation. Bref, il sort Indy 4, qui est détesté et moqué par South Park, entre autres, mettant en scène Lucas et Spielberg dans un viol du personnage, et à la vue du succès d'Avatar, Lucas ressort l'épisode 1 en 3D, ouvre une nouvelle attraction Star Tour avec Bob Iger, l'ancien PDG et donc Big Boss de Disney, remplacé le 25 février dernier par Bob Chapek, qui lui propose de racheter Lucasfilm, ce que Lucas refusera, puis la ressortie 3D fait un flop, et il retourne sa veste en la vendant pour 4 milliards de dollars, prenant donc sa retraite et demandant à Kathleen Kennedy, la productrice des Indiana Jones et des Retours vers le futur, de reprendre le flambeau à la tête de la société, vendant même son domaine le Skywalker Ranch, qui est devenu un hôtel, domaine sur lequel il y a une comédie, d'ailleurs, nommée Fanboys, est sortie en 2009, produite par Weinstein et Kevin Spacey, et racontant l'histoire d'une bande de potes qui tentent de s'introduire dans le ranch pour voler une copie de la menace fantôme avant qu'il sorte, afin que leur ami atteint un cancer puisse le voir avant sa mort. Au final, l'histoire est plus tard devenue à moitié vraie, puisqu'un fan avait fait une pétition en 2015 pour voir l'épisode 7 avant de mourir. Il a dû être bien déçu de ne pas avoir de suite quand le film s'est terminé, mais du coup il est mort avant de les avoir vus. Disney rejette ses idées pour sa postlogie, pour écrire la leur, qui n'est pas si loin de ce qu'il voulait faire finalement, et supprime l'univers étendu, qui devient légende, pour rendre seulement leur création canon, juste parce que Chewie crevait trop tôt dans Légende, donc c'était pas pratique dans les dates, parce qu'il voulait le mettre. Et au final, l'interprète original de Chewbacca est mort l'an dernier. Il confie le film au producteur J.J. Abrams, surtout connu pour Lost, qui sortait de Star Trek et se voit confier Star Wars maintenant. Il décide de revenir à des effets plus traditionnels, parce qu'il se rappelait de cette histoire de son pote Simon Pegg, qui lui disait avoir vu les films originaux avec sa fille, et qu'elle a plus cru au Yoda en marionnette qu'en CGI, car elle lui a dit qu'il existait vraiment comme ça. Et c'est pour ça que dans le 8, on a de nouveau une marionnette, même si c'est pas Abrams qui le réalise. Comme l'épisode 1, le film est très attendu, et devient encore une fois un des plus gros succès de l'histoire, mais se fait défoncer par les critiques, qui disent que c'est juste un remake du 4, même George Lucas l'a dit,
et il n'a pas du tout aimé la postlogie de manière générale, se sentant trahi par Disney. De nouvelles séries animées sortent, comme Rebels, qui est excellente en vrai, et Résistance. Puis on se retrouve avec un film par an, avec ensuite Rogue One, par le réal du Godzilla de 2014, qui sort juste avant la mort de Carrie Fisher, puis Les Derniers Jedi, par le réal de Looper et Knives Out, qui s'est fait défoncer à sa sortie, à cause de Rose, mais maintenant vu comme le meilleur film de la postlogie, marquant la mort de Luke Skywalker, et ça commence à sentir le roussi à partir de Solo, par le réal de Da Vinci Code et Willow, qui fait un flop, et change le planning de Disney, préférant faire une pause après la postlogie, ayant prévu à la base 2 autres trilogies, une par Rian Johnson, finalement annulée, et une par les créateurs de Game of Thrones, qui ont donc rushé la dernière saison au point de s'attirer les foudres des fans pour faire ça, avant d'annuler, ayant un agenda chargé à cause de leur contrat avec Netflix pour faire une série Magic. Cette trilogie est donc toujours prévue pour dans 2 ans, mais sans eux, et devrait être centrée sur The Old Republic, donc on espère voir Revan, mais pour le fanservice on va sûrement voir Yoda jeune. L'épisode 9 devait être réalisé par Colin Trevorrow, le mec derrière les Jurassic World, qui a commencé le tournage du 3 déjà, et on a pu voir dernièrement des concept art, vraiment pas mal, incluant la mort d'R2D2, lui et ses 3 PO étant les seuls persos présents dans tous les films sauf Solo, le suicide de Domhnall Gleeson, et une guillotine laser, mais à cause d'un conflit avec Disney, ils ont ramené J.J. Abrams à la place, qui a carrément repris des designs du trône de l'empereur de Ralph McQuarrie pour l'épisode 6, et a donc fait revenir Palpatine, dont il a été expliqué dans les romans sortis ensuite que c'était un clone du vrai, que le père de Rey était en fait un clone raté, donc Palpatine n'a pas eu de femme, vous inquiétez pas, et que l'ancienne Stormtrooper, qui fait partie des déserteurs, est bien la fille de Lando Calrissian. Le film est sorti et a reçu des notes inférieures à La Menace Fantôme, et j'ai jamais vu un film Star Wars sortir autant dans l'indifférence, en vrai, comparé aux autres je veux dire, quoique c'était déjà plus visible que Solo. Depuis Disney+, lancé en novembre dernier aux US, a sorti une série nommée The Mandalorian, se déroulant entre les épisodes 6 et 7, et produite par Jon Favreau, le réal d'Iron Man, et interprète de Happy dans le MCU, avec des épisodes réalisés par Taika Waititi, ou encore Bryce Dallas Howard, qui a d'ailleurs fait le meilleur épisode de la saison, la fille de Ron Howard, réal de Solo, et interprète de Claire, dans Jurassic World. Notre monde est tout petit. La série n'est surtout connue que pour Baby Yoda maintenant, mais bon, on la verra arriver en France le 24 mars prochain, avec l'arrivée de la plateforme. Et cette trilogie aura eu le mérite de faire découvrir l'excellent acteur Adam Driver, que vous pouvez retrouver dans Marriage Story ou Patterson, ou prochainement cette année dans les prochains films de Léos Carax et Ridley Scott. Star Wars est désormais ancré dans la culture populaire, on peut retrouver des références partout, comme par exemple dans Toy Story, Oggy et le Cafard le film, ou Lou, ses jumelles étant une réplique de celle de Luke dans le film, car Julian Neal, le créateur de l'œuvre, est un fan. Toriyama s'en est beaucoup inspiré pour Dragon Ball, ça se voit entre la Cité des Nuages et la Tour Karine. George Lucas va apparemment sortir de sa retraite pour écrire sur la saison 2 de The Mandalorian, étant tombé amoureux de Baby Yoda, et après avoir été déçu par les films et Disney, il doit avoir envie de rattraper le coup. Stop it now.